Ingénieurs du son, actrices, cascadeurs, dresseurs animaliers, monteurs, scénaristes, producteurs, directrices de casting. Manessi, l'émission qui met en lumière les femmes et les hommes qui font vivre le cinéma. Salut à tous et bienvenue dans Manessi, le podcast qui braque les projecteurs sur les métiers du cinéma. Cet été, on vous propose des rencontres de cinéma passionnantes, enregistrées au Festival du cinéma et de la musique de film de la Baule, créé par Sam Bobineau et Christophe Baratier. Alors c'est parti pour un nouvel épisode, avec un nouvel invité. Vous écoutez Manessi, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic. Les amis, on est de retour avec Manessi, le podcast des métiers du cinéma, et je reçois le comédien Hugo Becker. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. J'ai une première question pour toi. Je voulais savoir quel est ton premier souvenir de cinéma, plus particulièrement les films qui t'ont marqué. Alors j'ai deux choses qui me viennent en tête là immédiatement. Alors c'est sûr que je pense que ce qui m'a marqué, ce qui m'a donné envie, c'est notamment un film de Milos Forman qui s'appelle Vol au-dessus d'un coucou, qui est quand même assez connu. Et pour quelques scènes qui sont quand même assez géniales, notamment le jeu d'acteur de Nicholson évidemment, mais aussi d'autres acteurs comme Christopher Lloyd. Ouais, qui joue quand même Doc dans Retour vers le futur également, et qui est méconnaissable dans ce film. Et il y a une scène où ils sont en train de jouer au Monopoly, il me semble que c'est le Monopoly ou un truc du genre, et il y a Mancini qui veut absolument mettre un hôtel, et donc il répète hotel. Ouais, je me rappelle très bien cette scène, et l'autre lui dit tu peux pas mettre un hôtel, il faut 4 maisons pour mettre un hôtel, donc tu peux pas mettre un hôtel. Et l'autre il continue hotel. Et t'as Christopher Lloyd à côté qui le regarde et qui lui dit play the game Harding, play the game. Et il continue à lui répéter ça mais indéfiniment. Et l'autre lui dit je suis désolé, je le connais en anglais, pas en français malheureusement, mais bon, je peux essayer de le traduire, ce sera un peu moins bien je pense, mais il lui dit say it one more time, say just once more. Et l'autre continue, play the game. Et j'adorais cette scène, je la trouvais absolument géniale. Je trouvais qu'il y avait une liberté dans ce film qui était dingue, alors que ça parle d'emprisonnement. Ça parle de gens qui sont enfermés et pour autant qui luttent pour leur liberté d'esprit, de pensée, pour leur libre arbitre, et il y a quelque chose de très beau là-dedans, et qui luttent pour leur humanité en même temps, parce qu'on les déshumanise un petit peu dans cet institut. Donc ouais, j'avais adoré ce film-là. Voilà. Et le second, c'était quoi Alors le second, il est plus anecdotique, il est plus rigolo, c'est un film que j'ai jamais vu du coup, qui s'appelle Édouard aux mains d'argent de Tim Burton, et je m'étais un peu planqué pour le voir chez moi, tu vois, mais je pense que mes parents devaient le regarder, j'ai un vague souvenir, tu vois, je sais plus exactement qui le regardait, mais je m'étais glissé derrière, soit derrière j'avais soit poussé la porte de la chambre des parents ou quoi, et je regardais, et j'ai vu simplement le moment où elle visite le château, et elle est dans un couloir, je me rappelle de ça, et elle est dans un couloir, je devais avoir 6-7 ans, mais j'espère que je suis encore relativement jeune quand même. Oui, ça va. Mais 78 ans, le temps passe un peu, mais ça se voit pas. Mais ça se voit pas, c'est la crème, c'est Nivea ça. Pas de publicité, bordel. Bon, s'ils veulent sponsoriser le podcast, ils sont les bienvenus. Hein. Très bien. Petit appel du pied. Non, et dans cette scène-là, on voit Johnny Depp, donc Édouard aux mains d'argent. On voit cette femme qui traverse cette allée très sombre, et on voit simplement une paire de ciseaux qui apparaît. Et elle hurle et elle part. Et ben moi j'ai un peu fait pareil. j'ai foutu le camp assez rapidement dans ma chambre. Ça m'avait marqué, en fait, tu t'y attends pas trop. Et j'ai cru pendant longtemps que ce film-là était un film d'horreur ou un film de genre. Je suis pas très friand en tant que spectateur. Il y a des films que j'adore quand même, mais c'est pas forcément le type de film je peux aimer les faire, mais c'est pas forcément le truc que j'adore regarder. Et typiquement, du coup, je l'ai jamais regardé en me disant ça va me foutre les jetons. Alors qu'en fait, c'est un film extrêmement poétique et onirique et très joli qu'il faut absolument que je voie d'ailleurs. Mais donc voilà, c'est ça les deux souvenirs. Très bien. Tu sais que le Festival de la Baule, c'est un festival qui est axé principalement sur la musique. Bien sûr. Et pour toi, quelle est l'importance de la musique dans un film ? C'est crucial, quoi. L'un ne peut pas exister sans l'autre, en fait. D'ailleurs, les films existaient avant sans les dialogues des acteurs, mais en revanche, ils n'ont jamais existé sans. Il y a eu le cinéma muet, mais très vite, il y a eu de la composition musicale, très très vite sur les images, qui était en parallèle, qui était désynchronisée, etc. Mais c'est toujours le cas d'ailleurs, on enregistre le son en parallèle de l'image. Ça, les gens pensent souvent qu'on enregistre les deux en même temps, mais c'est pas le cas. Il y a vraiment un enregistrement du son.
Mais de la composition musicale, il y en avait. Il y avait même des gens qui jouaient des instruments de musique. Il y avait des concerts à côté en parallèle d'une projection. Donc pour moi, c'est essentiel. C'est un deuxième scénario en fait, la bande originale. Enfin, le ça score. peut être un acteur pratiquement d'une histoire. Moi, je dirais que c'est vraiment un deuxième. Ouais, on peut le voir comme ça. Mais c'est vrai que j'aime bien l'idée que ce soit un deuxième scénario parce que les notes sont un peu des mots, mais d'un compositeur. Et c'est une façon d'exprimer des sentiments, des actions, des émotions. Il y a plein de musique qu'on peut écouter et on est en fait totalement pris par. On peut s'inventer une histoire en écoutant une musique. Et donc, je suis persuadé que les gens qui composent, c'est évident d'ailleurs, se font leur propre histoire. Parfois, elle est là pour certainement transcender ou sublimer ce qui est à l'écran, et parfois ils ont leur propre interprétation de l'histoire, et finalement ça apporte malgré tout quelque chose de peut-être d'encore plus fort, une lecture un peu différente sur le film. Puis au-delà de ça, techniquement c'est quelque chose de très important parce que ça permet de faire exister des moments qui sont indicibles. Ou difficilement filmables. Certaines émotions, que ce soit dans le registre épique ou dans le registre romantique, même dans le registre du film de genre, évidemment. Mathieu Gonnet le disait dans la conférence de presse qu'il existait la musique de film tragique, la musique de film de suspense, et que la musique de film de comédie, c'était très particulier. Il a raison, puis il en parlera forcément beaucoup mieux que moi. Il est compositeur, moi je suis simplement acteur, mais en tout cas, mon ressenti personnel, c'est quand même que techniquement, il y a des effets, des choses qui peuvent permettre le rire. C'est-à-dire que les Américains font très bien ça, mais nous aussi d'ailleurs, mais tu le vois souvent dans des bandes annonces. Il y a toute une musique, etc., puis elle s'arrête, et elle te permet, en fait, elle te donne le temps de rire, en fait. Et elle permet la blague, en fait. Le gag marche parce que la musique s'arrête. Et du coup, c'est une sorte de déclic. Ça peut être mal fait, mais parfois c'est très bien fait. Là, c'est un effet très basique, mais il y a plein de choses comme ça, où la façon dont elle est amenée progressivement. Et elle peut rendre une scène comique qui l'était pas. Et ça peut aussi être techniquement tout simplement des histoires de fondu, entre guillemets, de musique qui arrive progressivement dans le volume. Voilà. Oui. Et ça fonctionne quand même en comédie aussi, je dis pas de conneries, mais il me semble que c'était quand même utilisé même par Buster Keaton. Il me semble dans les films de Buster Keaton qu'il y avait. Oui, je pense qu'il y avait déjà il y avait ce genre de processus un peu technique. Donc, mais je vois ce qu'il veut dire. Je pense que lui, il parle à proprement parler des notes et de la musique. Oui. Et alors que finalement, c'est plus des effets techniques qui permettent des effets de comédie. C'est vrai que c'est peut-être assez difficile, certainement, de créer une musique qui soit drôle, quoi. Effectivement, une musique qui te fait éclater de rire, c'est quand même assez rare. C'est clair. Surtout sans parole. Alors Manessi, c'est un podcast sur les métiers du cinéma, et je voulais savoir les interactions que tu peux avoir avec les techniciens. Est-ce que c'est important ou pas ? En fait, on fait vraiment un film en équipe. C'est-à-dire que si on n'est pas accompagné par l'équipe, on risque très clairement de faire de la merde. Enfin, faut être clair là-dessus. Les comédiens, on a besoin de se concentrer, d'être dans une situation, se mettre dedans, y croire. Et si les gens autour n'y croient pas vraiment, c'est très difficile. Donc très souvent, c'est des vrais partenaires, parce que déjà, ils nous mettent en valeur. La lumière, le cadre, les mouvements de caméra, tout ce que font les machinaux, etc. C'est quand même des choses qui mettent en valeur évidemment le scénario, mais aussi les acteurs. Donc pour moi, c'est crucial, et de travailler main dans la main. De comprendre quelle est l'intention avant de dire moi ça me va pas, la scène je la vois comme ça. Du coup, ça veut dire qu'il t'aide à mieux faire ton métier ? Ouais, je pense, très clairement. Et j'espère qu'en tout cas, ensemble, on s'aide à faire un meilleur film, d'un côté comme de l'autre. Et après, moi, c'est vrai que j'ai fait ce métier-là aussi parce que j'ai toujours adoré l'esprit de troupe et l'esprit de bande. Donc pour moi, c'est essentiel, quoi, de bien s'entendre avec l'équipe, de rigoler avec eux. C'est quand même des gens avec qui tu passes l'essentiel de ta vie, en fait, globalement. En tout cas, quand t'es sur un tournage, tu passes l'essentiel de ta vie avec eux. Donc ce serait un petit peu con de se priver d'un contact un peu sympa, et de pas créer des liens avec ces gens-là. C'est quand même des gens avec qui tu te réveilles le matin, tu bois un café, tu discutes des scènes que tu vas faire, ensuite toute la journée tu bosses, à midi tu déjeunes, le soir tu bois une bière. Enfin voilà, ça dépend des tournages, parce que si c'est des tournages où tu dois avoir t'as pas forcément toujours l'occasion de boire des bières, mais il faut créer ce lien, quoi. Ouais, il faut très clairement créer ce lien, et puis en fait en général t'as quand même l'occasion de boire des bières, on va pas se mentir. Mais voilà, non, mais c'est très important. Et pour m'entendre vraiment bien avec certains techniciens, t'apprends plein de choses, en fait, parce que quand tu creuses sur leur métier, tu comprends mieux le tien, et tu le fais mieux, je pense aussi. C'est pas que l'efficacité, c'est aussi que ça te permet, en fait, de te débarrasser de tous les problèmes techniques. C'est-à-dire de pas penser. Tu ne penses plus, tu fais. Et ça te permet de lâcher prise pendant la scène et de vraiment te concentrer sur ton jeu et sur les émotions qui te traversent et qui pourront peut-être traverser l'écran. Eh ben écoute, merci beaucoup, Hugo. Ouais, merci à vous, c'était top. Les amis, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour découvrir son univers.
Pour que l'histoire de ce podcast continue, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner. On attend vos commentaires, vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.